Après la guerre de 39-45, le monde est arbitrairement divisé en deux sphères d'influence. Et il faudra à peine 5 ans pour que les incertitudes de ce partage planétaire déclenchent des tensions régionales particulièrement révélatrices de la situation politique mondiale. La guerre de Corée en est une des conséquences. Suite à la conférence de Yalta en février 1945, la Corée doit accéder à l'indépendance après 5 ans sous tutelle des Soviétiques au nord du 38e parallèle et des États-Unis au sud. Mais les élections libres prévues pour réunifier le pays démocratiquement échouent et 2 gouvernements voient le jour, prétendant chacun à la souveraineté sur toute la péninsule coréenne. Le statu quo est rompu le 25 juin 1950 lorsque l'armée nord-coréenne, équipée d'artillerie soviétique, de chars et d'avions tactiques, envahit le sud. Les forces armées américaines, surprises par l'offensive, sont paralysées par les coupes budgétaires radicales de l'après-guerre. Elles ne peuvent réagir immédiatement et les forces nord-coréennes en profitent pour balayer toute résistance. Les défenseurs, appuyés par les forces de l'ONU, constituées essentiellement de troupes américaines, doivent se retirer dans une petite zone, la poche de Pusan. Aux États-Unis, on équipe d'urgence les troupes et un contingent est envoyé en Corée. Il faut à tout prix renforcer le corps expéditionnaire américain. Le général MacArthur, responsable des troupes d'occupation au Japon, prend en charge le contrôle des opérations en Corée et dépêche d'urgence les forces disponibles au Japon sur les lieux. Le retranchement des forces de l'ONU encerclées par les Nord-Coréens à Pusan est maintenu au prix d'une bataille sanglante. Les pertes américaines sont lourdes, mais les Nord-Coréens doivent immobiliser toutes leurs forces actives pour mener le siège. Staline s'est désintéressé du nord du pays. Après avoir fourni les armements, mené l'entraînement, après avoir approuvé les plans d'invasion, il a rapatrié tous ses conseillers et son personnel militaire avant l'offensive, laissant les communistes nord-coréens sans ressources. Pourtant, ces derniers réussissent à vaincre les forces du Sud mal organisées et peu combatives, mais ne peuvent faire face aux forces terrestres américaines ni aux avions embarqués de l'US Navy qui vont bientôt les pourchasser dans leurs moindres mouvements. Les avions de l'aéronavale opèrent également à partir de Pusan aux mains des Marines. Les Corsair, les Douglas Skyrider et même les premiers jets embarqués décollent d'une piste mal préparée et peu fiable. La Corée est un pays montagneux et les zones favorables à l'installation de grandes bases aériennes sont rares. C'est pourquoi l'US Navy joue un rôle important. Les jets consomment beaucoup et leur autonomie est réduite. Les chasseurs à réaction de l'US Air Force décollent du Japon et ne peuvent pas rester au-dessus de la zone de combat plus de 15 minutes. La plus grosse part des attaques au sol et de la couverture aérienne protégeant les troupes terrestres doit donc être assurée par les porte-avions. Les quelques bases de Corée encore tenues par les forces des Nations Unies ne sont pas praticables pour des appareils à réaction à la fiabilité encore douteuse. Aux États-Unis, la guerre de Corée provoque un choc terrible. La réduction des forces armées s'est effectuée à un rythme soutenu dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et malgré l'inquiétude des responsables du département de la Défense, le pays s'est accoutumé à la paix et à la prospérité. La guerre mondiale a incité les généraux à tout faire pour ne plus jamais avoir à entrer dans un conflit sans préparation. Mais pour le public américain, la guerre de Corée est l'exemple du contraire. Dès lors, pendant la guerre froide qui se poursuivra de longues années après le conflit coréen, l'opinion soutiendra sans faille l'expansion continue des budgets pour l'équipement militaire et la recherche. Les conséquences immédiates du déclenchement des hostilités en Corée sont un réarmement massif des forces américaines. En 1950, l'aéronavale est le siège d'un grand bouleversement. Elle doit digérer les enseignements de la guerre et absorber les énormes progrès technologiques générés durant le conflit.
Les nouveaux avions à réaction en sont encore à leur balbutiement et n'ont été commandés qu'en quantité limitée car ils sont toujours du domaine expérimental. Les événements de Corée imposent à la marine un besoin urgent d'avions en nombre suffisant. En outre, c'est la première fois que des jets vont participer au combat dans les deux camps. Avec la guerre, le financement des recherches s'accélère considérablement et les avions à réaction sont de plus en plus performants. Malheureusement, ils ne sont pas encore disponibles et il faut se battre avec un assortiment varié de matériel reflétant l'état de transition dans lequel se trouve l'aviation. Pendant presque tout le conflit, les porte-avions vont jouer un rôle crucial, fournissant des bases aériennes des deux côtés de la péninsule coréenne. Sans appui aérien, il est peu probable que l'intervention organisée au pied levé par MacArthur au Japon ait eu assez de temps pour venir renforcer le front à Pusan. Mais une fois les troupes nord-coréennes arrêtées, les forces des Nations Unies ne risquent plus d'être évacuées de leur réduit. Les avions de l'US Navy assurent le contrôle de l'espace aérien par des frappes directes et énergiques qui anéantissent l'aviation communiste. N'ayant plus de couverture aérienne, les armées du Nord, de plus en plus désorganisées, découragées et coincées sur leur position, perdent l'initiative. Les porte-avions américains déploient des avions pour la plupart conçus pendant la Seconde Guerre mondiale. Les avions d'attaque Douglas AD Skyraider sont une évolution d'un programme de juillet 1944. Ils n'ont été livrés qu'après la guerre, mais plusieurs centaines d'exemplaires ont été construits et sont disponibles pour les événements de Corée. Leur capacité d'emport est étonnante. L'avion à vide ne pèse que 5 tonnes, mais décolle parfois en pesant presque 3 fois plus lourd. Un appareil décollant à 14 tonnes et demie peut embarquer 7 tonnes de charge utile. L'armement des Skyraider est puissant, puisque constitué de 2 canons de 20 mm, de bombes, de roquettes ou de torpilles. L'avion s'avère efficace et solide, il restera en service pendant de nombreuses années. Les Skyraider ne sont pas les seuls appareils d'attaque en service dans l'arsenal de la Navy. Mais pendant toutes leurs années d'opération et a fortiori pendant les 3 ans de la guerre de Corée, ils assurent la majorité des missions d'attaque au sol. À partir des AD-1 sortis en 1948, plusieurs générations améliorées font leur apparition. La dernière version des Skyraider, l'AD-7, est livrée en mars 1957. En tout, 3180 exemplaires sortent des chaînes de chez Douglas. Ils opèrent à partir des porte-avions et de bases terrestres en Corée et fournissent la puissance d'attaque nécessaire. L'appui au sol rapproché fourni par les Marines et les avions embarqués, doublé de l'interdiction permanente des lignes d'approvisionnement nord-coréennes assurées par les porte-avions, vont permettre de dominer le champ de bataille et d'écraser l'adversaire. En août 1950, les combats de l'été ont totalement redressé la situation. Désormais, les communistes, épuisés et mal équipés, doivent faire face à des forces de plus en plus puissantes concentrées sur le périmètre de Pusan. En outre, des renforts se préparent à rejoindre le théâtre des opérations. Mais la violence des combats est telle que tout porte à croire que les pertes seront élevées malgré la supériorité des forces des Nations Unies. Fort de sa longue expérience, MacArthur décide d'envoyer des Marines à Incheon pour couper la route aux Nord-Coréens et les isoler en les prenant en tenaille. Le débarquement d'Incheon a lieu le 15 septembre 1950. L'opération est un succès. Incheon est une ville portuaire bien défendue, de même que l'aérodrome avoisinant de Kimpo. Mais aidés par les bombardements très précis de l'artillerie de marine et des avions de l'aéronaval, les marines s'écrasent tous sur leur passage. Ils pénètrent les défenses sans effort,
et la ville est prise à minuit le jour même. Les pertes américaines sont légères, 22 morts et moins de 200 blessés. La guerre de Corée et la guerre des jets. Les communistes disposent de l'excellent chasseur russe MiG-15 en quantité limitée qui donne du fil à retordre aux pilotes américains. Les chasseurs embarqués sur les porte-avions entre 1949 et 1952 sont les Grumman F-9F Panther. Ce sont les premiers jets de l'US Navy à effectuer des missions de combat en Corée le 6 août 1950. La nouvelle génération d'avions embarqués est au cœur de la bataille. Le Grumman Panther et le McDonnell Banshee sont en service depuis 1948 et ont quelques difficultés à venir à bout de l'évasif MiG-15. Après la Seconde Guerre mondiale, les militaires américains pensaient que l'arrivée de l'arme atomique impliquerait la fin inéluctable des stratégies classiques et avaient largement désactivé leurs forces. Mais le conflit coréen s'avère différent. Les armes nucléaires en sont absentes. C'est une guerre limitée qui nécessite toutefois des forces considérables. Les Nord-Coréens tentent d'échapper aux pièges qui se referment sur eux et subissent des attaques constantes des puissantes forces aéronavales. Les porte-avions consomment des munitions à un rythme rapide et doivent être réapprovisionnés tous les 3 jours. Les bombes paralysant les armées communistes arrivent grâce à une succession de convois maritimes. Les opérations navales parfaitement rodées et exécutées contribuent pour une large part au succès de la guerre aérienne. Grâce à la présence continue des porte-avions, la logistique est essentielle à la victoire. Le carburant, les munitions, la nourriture, le courrier, les bombes, les avions sont disponibles en permanence et sans restriction pour permettre à la partie combattante de la machine de guerre de fonctionner efficacement. Les ponts des porte-avions fourmillent d'activités 24 heures sur 24. Les raids de bombardement et les patrouilles se succèdent sans interruption. Les hommes de pont effectuent leur quart jour après jour, entretenant, armant et prenant grand soin des avions. Le rendement de ces équipes est la clé de l'efficacité de ces navires. Le napalm est de plus en plus utilisé. Ce combustible solide mélangé à de l'essence a été essayé pour la première fois dans le Pacifique en 1944 et il est employé couramment en Corée pour les missions tactiques. Le procédé de mélange et son conditionnement dans des réservoirs est archaïque. Une trémie déverse le napalm en poudre au-dessus d'un robinet délivrant un flot de kérosène. Pour qu'un gel se forme, on ajoute de l'azote liquide pendant le transfert dans les réservoirs. De plus, ceux-ci sont en métal mince pour se déchirer à l'impact, ce qui provoque souvent des fuites. La manipulation est donc plutôt dangereuse. Pour parer à ces fuites, les porte-avions emportent un stock de chewing-gum que l'on utilise pour boucher les interstices qui apparaissent à mesure qu'on remplit les réservoirs. Toutes les précautions prises sont justifiées. Le napalm est redoutablement efficace. Les troupes au sol peuvent faire appel à ces bombes incendiaires pour anéantir toute résistance au lieu de se battre pour gagner chaque centimètre de terrain. Les soldats communistes sont de plus en plus découragés devant les dangers qui tombent du ciel. L'armée nord-coréenne, de plus en plus isolée et à court d'approvisionnement, s'évapore. Les forces des Nations Unies remontent toute la péninsule coréenne au-delà même du 38e parallèle. Après 2 vagues successives d'attaques, le paysage de Corée est dévasté. Les forces armées du Nord reculent de plus en plus désorganisées et dès octobre 1950, l'armée des Nations Unies, constituée essentiellement de militaires américains, pousse jusqu'aux frontières de la Mandchourie.
Pour tenter d'éviter une confrontation directe avec les Soviétiques ou les Chinois, les forces de l'ONU reçoivent l'ordre de ne pas engager d'action aérienne ou navale au-delà du fleuve Yalu. L'état-major fait savoir officiellement que ces ordres sont formels. Les troupes américaines qui se battent sur le terrain sont beaucoup mieux entraînées et équipées et disposent d'un meilleur commandement que leurs opposants. Le Nord semble sur le point d'être entièrement envahi. Mais l'issue de la guerre va de nouveau basculer. Après seulement 4 mois de combat, les armées ont effectué un va-et-vient sur toute la péninsule coréenne. Maintenant que les forces nord-coréennes sont anéanties, les Chinois entrent en scène. Les troupes de l'armée populaire de libération se massent à la frontière. Le gouvernement chinois affirme que ce sont des volontaires qui se précipitent de leur propre initiative pour sauver leurs frères socialistes. Mais pour des volontaires, ils semblent extrêmement nombreux. Ils disposent de surcroît d'une organisation des plus militarisées et déploient une grande quantité de matériel de guerre, sans compter quelques chasseurs MiG. Les MiG ont fait leur première apparition le 1er mai 1949 lors du défilé à Moscou. Dans un premier temps, les réactions des experts occidentaux sont plutôt méprisantes à leur égard. Pourtant, la suite des événements va montrer que, comme pour le Zéro japonais 10 ans plus tôt, les estimations des experts sont erronées. Les Russes ont conçu un avion aussi efficace, sinon plus, que ceux qui vont lui être opposés. L'appareil est simple, léger et d'une autonomie limitée, mais il est rapide et furtif. Entre les mains d'un bon pilote, il est difficile à battre. Les forces des Nations Unies doivent reculer lentement devant le rouleau compresseur chinois. Finalement, le front se stabilise un peu au nord de l'ancienne frontière et aucun des deux camps ne parvient à l'emporter. Les pourparlers de paix commencent en juillet 1951 et vont se poursuivre avec des interruptions pendant 2 ans. Pendant cette période, les combats s'atténuent. Les belligérants se font face, armes au poing, en attendant l'issue des négociations. Lorsque celles-ci s'interrompent, les combats reprennent. Et lorsqu'elles reprennent, une accalmie méfiante s'instaure à nouveau. Les prisonniers sont échangés en préalable à de nouvelles ouvertures diplomatiques. Les communistes s'efforcent de ne pas perdre la face, car le seul atout de la Chine est le nombre de soldats qu'elle peut aligner. En revanche, l'équipement dont ils disposent est dépassé, comme l'était celui de l'armée nord-coréenne. Bien commandés et mieux organisés, ils peuvent maintenir leur présence et leur force pendant tout le reste du conflit. La confrontation prend fin avec la signature d'une trêve formelle le 27 juillet 1953. La ligne de front est pratiquement au même endroit que la frontière, 37 mois auparavant. Les aviateurs de l'aéronavale américaine reçoivent des décorations bien méritées. Les combats ont été rudes et les pertes sont lourdes. 142 000 hommes tués, blessés, capturés ou disparus. Les porte-avions quittent les côtes de Corée et laissent le pays résoudre ses divisions. Comme dans toutes les interventions militaires américaines de l'après-guerre, les porte-avions ont joué un rôle crucial pendant la guerre de Corée. Leur présence constante, à distance des risques d'attaque et permettant de déployer une force redoutablement puissante, a permis de protéger les défenses sur le terrain et d'appuyer l'offensive. Et tous ceux qui les avaient condamnés au nom de la toute-puissance nucléaire sont restés sans voix. Cette affirmation, la fin inéluctable des porte-avions, a toujours trouvé de nombreux partisans depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans mettre en doute l'impartialité de ceux qui clament cette théorie haut et fort, force est de constater que les événements mondiaux sont souvent venus contredire leurs convictions, notamment en 1950. Comme pendant les campagnes de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, les porte-avions ont été l'élément clé de la victoire.
Un corsaire se pose et une roquette mal fixée se détache et glisse sur le pont. Deux hommes se précipitent sur l'objet mortel, le transportent au bord du navire et le jettent dans la mer. Un acte de courage rarement rapporté. C'est grâce à la manière dont les équipages de porte-avions ont géré ce genre d'incident que ces bâtiments se sont révélés si efficaces. C'est grâce à la vigilance de ces hommes que les aviateurs ont pu dominer le conflit. De Pusan aux mains des Marines. Les corsaires, les Douglas Skyrider et même les premiers jets embarqués décollent d'une piste mal préparée et peu fiable. La Corée est un pays montagneux et les zones favorables à l'installation de grandes bases aériennes sont rares. C'est pourquoi l'US Navy joue un rôle important. Les jets consomment beaucoup et leur autonomie est réduite. Les chasseurs à réaction de l'US Air Force décollent du Japon et ne peuvent pas rester au-dessus de la zone de combat plus de 15 minutes. La plus grosse part des attaques au sol et de la couverture aérienne protégeant les troupes terrestres doit donc être assurée par les porte-avions. Les quelques bases de Corée encore tenues par les forces des Nations Unies ne sont pas praticables pour des appareils à réaction à la fiabilité encore douteuse. Aux États-Unis, la guerre de Corée provoque un choc terrible. La réduction des forces armées s'est effectuée à un rythme soutenu dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et malgré l'inquiétude des responsables du département de la Défense, le pays s'est accoutumé à la paix et à la prospérité. La guerre mondiale a incité les généraux à tout faire pour ne plus jamais avoir à entrer dans un conflit sans préparation. Mais pour le public américain, la guerre de Corée est l'exemple du contraire. Dès lors, pendant la guerre froide qui se poursuivra de longues années après le conflit coréen, l'opinion soutiendra sans faille l'expansion continue des budgets pour l'équipement militaire et la recherche. Les conséquences immédiates du déclenchement des hostilités en Corée sont un réarmement massif des forces américaines. En 1950, l'aéronavale est le siège d'un grand bouleversement. Elle doit digérer les enseignements de la guerre et absorber les énormes progrès technologiques générés durant le conflit.
Après la guerre de 39-45, le monde est arbitrairement divisé en deux sphères d'influence. Et il faudra à peine 5 ans pour que les incertitudes de ce partage planétaire déclenchent des tensions régionales particulièrement révélatrices de la situation politique mondiale. La guerre de Corée en est une des conséquences. Suite à la conférence de Yalta en février 1945, la Corée doit accéder à l'indépendance après 5 ans sous tutelle des Soviétiques au nord du 38e parallèle et des États-Unis au sud. Mais les élections libres prévues pour réunifier le pays démocratiquement échouent et 2 gouvernements voient le jour, prétendant chacun à la souveraineté sur toute la péninsule coréenne. Le statu quo est rompu le 25 juin 1950 lorsque l'armée nord-coréenne, équipée d'artillerie soviétique, de chars et d'avions tactiques, envahit le sud. Les forces armées américaines, surprises par l'offensive, sont paralysées par les coupes budgétaires radicales de l'après-guerre. Elles ne peuvent réagir immédiatement et les forces nord-coréennes en profitent pour balayer toute résistance. Les défenseurs appuyés par les forces de l'ONU, constituées essentiellement de troupes américaines, doivent se retirer dans une petite zone, la poche de Pusan. Aux États-Unis, on équipe d'urgence les troupes et un contingent est envoyé en Corée. Il faut à tout prix renforcer le corps expéditionnaire américain. Le général MacArthur, responsable des troupes d'occupation au Japon, prend en charge le contrôle des opérations en Corée et dépêche d'urgence les forces disponibles au Japon sur les lieux. Le retranchement des forces de l'ONU encerclées par les Nord-Coréens à Pusan est maintenu au prix d'une bataille sanglante. Les pertes américaines sont lourdes, mais les Nord-Coréens doivent immobiliser toutes leurs forces actives pour mener le siège. Staline s'est désintéressé du nord du pays. Après avoir fourni les armements, mené l'entraînement, après avoir approuvé les plans d'invasion, il a rapatrié tous ses conseillers et son personnel militaire avant l'offensive, laissant les communistes nord-coréens sans ressources. Pourtant, ces derniers réussissent à vaincre les forces du Sud mal organisées et peu combatives, mais ne peuvent faire face aux forces terrestres américaines ni aux avions embarqués de l'US Navy qui vont bientôt les pourchasser dans leurs moindres mouvements. Les avions de l'aéronavale opèrent également à partir. Les nouveaux avions à réaction en sont encore à leur balbutiement et n'ont été commandés qu'en quantité limitée car ils sont toujours du domaine expérimental. Les événements de Corée imposent à la marine un besoin urgent d'avions en nombre suffisant. En outre, c'est la première fois que des jets vont participer au combat dans les deux camps. Avec la guerre, le financement des recherches s'accélère considérablement et les avions à réaction sont de plus en plus performants. Malheureusement, ils ne sont pas encore disponibles et il faut se battre avec un assortiment varié de matériel reflétant l'état de transition dans lequel se trouve l'aviation. Pendant presque tout le conflit, les porte-avions vont jouer un rôle crucial, fournissant des bases aériennes des deux côtés de la péninsule coréenne. Sans appui aérien, il est peu probable que l'intervention organisée au pied levé par MacArthur au Japon ait eu assez de temps pour venir renforcer le front à Pusan. Mais une fois les troupes nord-coréennes arrêtées, les forces des Nations Unies ne risquent plus d'être évacuées de leur réduit. Les avions de l'US Navy assurent le contrôle de l'espace aérien par des frappes directes et énergiques qui anéantissent l'aviation communiste. N'ayant plus de couverture aérienne, les armées du Nord, de plus en plus désorganisées, découragées et coincées sur leur position, perdent l'initiative. Les porte-avions américains déploient des avions pour la plupart conçus pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les avions d'attaque Douglas AD Skyraider sont une évolution d'un programme de juillet 1944. Ils n'ont été livrés qu'après la guerre, mais plusieurs centaines d'exemplaires ont été construits et sont disponibles pour les événements de Corée. Leur capacité d'emport est étonnante. L'avion à vide ne pèse que 5 tonnes, mais décolle parfois en pesant presque 3 fois plus lourd. Un appareil décollant à 14 tonnes et demie peut embarquer 7 tonnes de charge utile. L'armement des Skyraider est puissant, puisque constitué de 2 canons de 20 mm, de bombes, de roquettes ou de torpilles. L'avion s'avère efficace et solide, il restera en service pendant de nombreuses années. Les Skyraider ne sont pas les seuls appareils d'attaque en service dans l'arsenal de la Navy. Mais pendant toutes leurs années d'opération et a fortiori pendant les 3 ans de la guerre de Corée, ils assurent la majorité des missions d'attaque au sol. À partir des AD-1 sortis en 1948, plusieurs générations améliorées font leur apparition. La dernière version des Skyraider, l'AD-7, est livrée en mars 1957. En tout, 3180 exemplaires sortent des chaînes de chez Douglas. Ils opèrent à partir des porte-avions et de bases terrestres en Corée et fournissent la puissance d'attaque nécessaire. L'appui au sol rapproché fourni par les Marines et les avions embarqués, doublé de l'interdiction permanente des lignes d'approvisionnement nord-coréennes assurées par les porte-avions, vont permettre de dominer le champ de bataille et d'écraser l'adversaire. En août 1950, les combats de l'été ont totalement redressé la situation. Désormais, les communistes, épuisés et mal équipés, doivent faire face à des forces de plus en plus puissantes concentrées sur le périmètre de Pusan.